Bonjour Cassile de Brognières, merci de nous recevoir pour cet entretien à Expertise France avec Défi humanitaire. Est-ce que pour nos lecteurs, pour commencer, tu peux nous présenter Expertise France et ton rôle? Merci beaucoup Alain, merci d'être venu ici à Expertise France et de vous intéresser à notre agence. Expertise France, c'est l'agence de coopération technique internationale de la France. Donc moi je suis Cassile Brognières, je suis la directrice générale adjointe de l'agence, également en charge des opérations. L'agence a été créée en 2015 par le regroupement de 6 opérateurs logés au sein des ministères. Et depuis notre création, qui a un petit peu marqué le volonté de renouveau de la coopération technique, on a grandi, on a été multiplié par 5. Donc on est devenu aujourd'hui la deuxième plus grande agence européenne de coopération technique. On a maintenant 2200 collaborateurs, dont 1700 sur le terrain. Et donc notre marque de fabrique, c'est donc on est une agence gouvernementale, on est aussi depuis 2022 une filiale de l'Agence française de développement. On est financé essentiellement par l'Europe, l'AFD et le ministère. Et globalement, notre marque de fabrique, on est vu sur le terrain comme en capacité de mobiliser dans des approches souvent de pair à pair des acteurs européens, français, des acteurs locaux et de co-construire toujours en appui aux politiques publiques. Merci. Alors quand on va sur le site d'Expertise France, on se rend compte de l'immense diversité d'expertise et d'intervention que vous avez dans le monde. Est-ce que tu peux justement nous présenter vos zones d'action, vos domaines d'intervention, vos partenariats, vos financements de manière un peu plus précise? Donc, globalement, on intervient autour de 6 domaines techniques. Le premier, et on a 6 départements techniques. Donc, le premier, c'est le développement durable, où on travaille sur les sujets toujours d'appui aux politiques publiques, mais sur le climat, la biodiversité, mais aussi les politiques de la ville, l'économie circulaire, et puis l'agriculture et les filières agricoles. Le second, c'est la gouvernance. Donc la gouvernance, on travaille beaucoup sur les sujets de gouvernance financière, qui est une grande marque de fabrique, qui nous vient d'ailleurs de l'ancienne ADTEF, qui était une des agences qui a créé Expertise France. Donc avec de la gouvernance financière, donc on travaille beaucoup sur les impôts, la lutte contre la corruption, les douanes, les taxes, mais également les budgets, la chaîne des dépenses des États, etc. Sur la gouvernance, on travaille aussi et ça fait probablement un lien plus proche pour les humanitaires sur les questions de droits humains, de genre, de migration, voilà. Et puis, bien sûr, les sujets de justice et de réforme de l'État. Le troisième domaine, c'est paix, stabilité, sécurité et stabilisation. Donc là, je pense entre autres à tous les contextes de crise où on est particulièrement présent. Je pense à la Syrie, je pense à Haïti, on travaille aussi en Éthiopie, dans les zones de conflit, en Ukraine où on est très très présent. Voilà, donc ça c'est notre troisième domaine. Le quatrième qui est très commun et en même temps très important puisqu'on a de grosses initiatives et que c'est notre premier domaine, c'est la santé. Avec entre autres tout le grand programme de l'initiative VIH, paludisme et tuberculose et toutes les pandémies, mais aussi beaucoup de choses, on pourra y revenir en Ukraine. Le cinquième, c'est l'éducation, la formation professionnelle et la protection sociale, avec quelque chose d'important sur la protection sociale, où là aussi on a un modèle français particulièrement intéressant pour les échanges d'expériences. Et puis enfin, la partie qui est en croissance forte en termes sectoriels, c'est tout ce qui est appui au secteur du privé, économie durable et inclusive, et cadre des affaires et tout ce qu'on peut faire pour rendre possible des investissements privés dans les pays. Au niveau des géographies, donc on est à plus de 50% en Afrique, mais on a la spécificité en tant qu'opérateur de coopération technique, contrairement à l'AFD, de pouvoir intervenir dans tous les pays. Et donc on a aussi beaucoup d'activités en Amérique latine, en Asie, mais même en Europe. Bon, l'Ukraine, évidemment, je l'ai dit, est une forte
zone de concentration, mais on a aussi travaillé historiquement avec la Grèce, avec beaucoup de pays avec lesquels on a des coopérations techniques. Et en termes, par exemple, d'effectifs, pour avoir une idée du volume et de financement Donc, on est, je le disais, 1700 sur le terrain, 800 à Paris. Et en termes de volume d'activité, d'exécution, puisqu'on est un opérateur, l'année dernière, c'était 565 millions d'euros. Voilà. Et donc après, on travaille avec beaucoup de partenaires. Donc on peut soit mettre en œuvre et mobiliser beaucoup d'expertise, mais aussi travailler avec la société civile, locale, internationale, travailler directement avec des échanges avec tous les opérateurs publics français qu'on porte beaucoup. Et en particulier les ministères, les finances, la Cour des comptes, enfin on travaille avec beaucoup de monde, les CHU, les hôpitaux, la PHP, et puis évidemment tous nos partenaires dans les pays. Alors précisément, puisque tu évoquais la société civile, les ONG nationales et locales, acteurs avec lesquels vous travaillez sur le terrain, comme on dit, quelle est la valeur ajoutée de ces acteurs, parmi d'autres, et comment se concrétise le partenariat? Donc la société civile, c'est un partenaire majeur d'Expertise France. L'année dernière, on a eu à peu près 100 millions de financement direct de la société civile, donc essentiellement en France et surtout la société civile locale. On travaille directement avec plein d'associations. Je peux citer par exemple différents programmes pour donner un peu une idée sur la façon dont on travaille. On a par exemple un partenariat pour le gouvernement ouvert qui s'appelle le PAGOF, sur lequel évidemment il y a un enjeu de réforme de l'État, de transparence de l'État. Je crois qu'il y a 5 pays, alors je me souviens parfois plus quel pays, mais je sais qu'il y a plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a le Maroc, il y a un certain nombre de pays. Et donc on travaille à la fois avec les États sur la transparence de leurs données, leurs publications, etc., mais aussi avec la société civile et entre autres à travers un autre opérateur qu'on porte qui s'appelle CFI, Canal France International, qui va renforcer les sociétés civiles justement et les journalistes pour l'analyse des données, des fact-checking et puis finalement le métier que la société civile peut avoir un peu comme garde-fou et comme rempart finalement sur les gouvernements ouverts et le lien population-État. On a aussi un autre programme qui vise un grand programme européen qui s'appelle Youth Academy, qui vise à renforcer le leadership des jeunes en Afrique. C'est un programme européen de grande taille où là, on travaille dans le développement des compétences et du leadership de la jeunesse africaine. Et là, on va financer des associations qui peuvent avoir ce rôle, qui ont déjà des réseaux de jeunes. Et puis, on travaille aussi avec des écoles, des académies, des universités. Et donc, on travaille dans ce cadre avec tout un écosystème, dont une grande partie de société civile. Tu as évoqué le secteur de la santé, qui est un domaine important de l'activité d'Expertise France, y compris d'ailleurs dans des pays en guerre comme l'Ukraine. Que pouvez-vous faire? Que faites-vous aujourd'hui en Ukraine en matière de santé? Alors la santé, c'est un des secteurs phares pour Expertise France en Ukraine. On est très présent en Ukraine, c'est un des 13 pays dans lesquels on a ouvert une direction pays, c'est pas partout. Et au départ, on était là sur la santé essentiellement à travers l'initiative, qui est donc notre fameuse la partie, le set aside du Fonds mondial, comme on dit, et qui a donc vocation à travailler sur la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, et où là, on a beaucoup financé
d'associations justement qui prennent en charge ces maladies, qui travaillent, mais aussi travailler sur les politiques publiques et l'assistance au ministère de la Santé dans ces réformes. Donc ça, c'est la partie historique. On fait ça depuis plus de 10 ans. Évidemment, avec la guerre depuis son démarrage, on a mis en place des programmes différents et spécifiques. Entre autres, pour la prise en charge donc on a un programme qui s'appelle Appui et un autre qui s'appelle Réhab, où on travaille avec le CDCS, mais aussi maintenant avec l'AFD en termes de financement, et où on appuie la coopération hospitalière franco-ukrainienne, mais aussi donc la prise en charge des mutilés de guerre, les opérations. Alors c'est particulièrement intéressant, on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur l'assistance publique des hôpitaux de Paris, et donc il y a des chirurgiens qui sont intervenus et qui interviennent donc dans le cadre des projets pour opérer. Ce qui était intéressant, c'est qu'en fait au moment du démarrage du conflit, il n'y avait pas de spécialité chirurgie maxillofaciale en Ukraine, et donc ils ont pu à la fois former et opérer directement. Et donc, on a un centre qu'on appuie qui s'appelle Superhuman à Lviv, et on est en train d'en appuyer un aussi à Odessa pour la prise en charge des blessés, des mutilés de guerre. On travaille aussi sur la santé mentale, parce qu'il y a un gros sujet de santé mentale en Ukraine. Oui, ça va être un des grands problèmes. C'est un grand problème aujourd'hui, puis ça le sera bien sûr quand la guerre prendra fin. Alors parmi les enjeux globaux, il y a aussi celui de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à l'hygiène, qui est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, ainsi d'ailleurs qu'à l'AFD. Il y a une énorme croissance démographique dans le monde, en Afrique en particulier. Il y a toute la dimension de l'accès à l'eau, mais de l'urgence au développement. Finalement, ça s'inscrit dans le cadre des 17 objectifs de développement durable 2015-2030. Comment Expertise France contribue à cette question de l'accès? Donc tu le disais, c'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur et que je connais bien. Dans le secteur de l'eau, il y a plusieurs thématiques, donc avec le changement climatique, avec l'urgence et donc les sécheresses et les inondations, puisqu'on a les deux qu'il y a partout. Nous, on travaille, comme je le disais, beaucoup sur les politiques publiques, et donc mettre en place appuyer la mise en place de politiques publiques structurelles. Donc on va travailler à la fois sur les questions de ressources. Donc on travaille entre autres, par exemple avec l'OIO beaucoup, sur la gestion intégrée des ressources en eau, la préservation des ressources en eau, etc. et faire en sorte finalement que les usages puissent être concertés, partagés. Et donc on fait ça par exemple en Afrique de l'Ouest dans le projet PACAO, ou avec Euroclimat en Amérique latine. Aussi en Géorgie on avait un programme qui est un peu compliqué en ce moment parce que la Géorgie c'est plus très facile, mais ça c'est un type d'activité qu'on a. Le deuxième, on a dit sécheresse, mais il y a aussi les inondations. Donc là, on est beaucoup en soutien avec la protection civile et les plans de prévention, et finalement comment faire en sorte que quand il y a un événement exceptionnel, comme ça peut être le cas en ce moment même en France, les pays puissent être organisés pour éviter des impacts d'abord sur les vies humaines, mais aussi après sur le matériel. Donc les plans de prévention, on a travaillé beaucoup avec la protection civile, par exemple en Jordanie, au Bénin, enfin dans différents endroits, et on fait des formations, on renforce les pompiers, les camions de pompiers, les plans de prévention, tout ça. Et puis donc ça c'est sur le changement climatique. Après sur l'eau comme service, on travaille à la fois dans des contextes de crise, sur la stabilisation, où on va avoir une approche intégrée des territoires comme on fait avec ce nexus urgence développement, et donc la création de bornes fontaines, leur gestion, etc. On a fait ça beaucoup en Syrie, dans l'est de la Syrie, dont on n'est jamais parti, puisqu'on a continué à travailler directement avec les populations et les échelons locaux et les communautés, donc dans l'est et le nord-est de la Syrie depuis 2011. Et puis sinon l'autre sujet sur les services, c'est travailler sur des
avec les collectivités sur la planification, la régulation, puisqu'on est toujours sur des thèmes un peu gouvernance des services d'eau. Et là, on a un très beau projet au Ghana, où on travaille avec les villes du Ghana, un projet qui s'appelle Sustainable Cities. Alors oui, on voit la grande diversité à la fois d'activités, de thèmes, de partenaires, et bien sûr de régions et de pays d'intervention. L'Afrique est un continent qui connaît une croissance démographique absolument considérable, puisque en l'espace d'un peu plus de 20 ans, la population va doubler, ce qui est absolument phénoménal. C'est un ensemble de défis actuels, mais aussi dans les années et décennies à venir. Et parmi ces pays en Afrique, il en est un qui connaît une crise récurrente depuis très longtemps, mais aussi qui a un énorme potentiel de développement, c'est la République démocratique du Congo. Quel programme significatif ou quel type de programme, par exemple, vous menez dans des pays comme celui-là? Alors la RDC, c'est un pays majeur pour Expertise France. Après l'Ukraine, c'est un deuxième de notre direction pays. On a une direction pays, on a, je ne sais plus, une soixantaine de personnes, je crois, en RDC. Donc c'est un grand pays pour nous, et à juste titre. On fait beaucoup de choses, mais je vais peut-être faire un focus. Ce qui est intéressant, c'est un pays où il y a une très grande... tu l'as dit, une très grande énergie, beaucoup de talent, et on travaille beaucoup sur les sujets d'entrepreneuriat, de jeunesse et d'émergence en fait d'une économie durable, inclusive. Et donc on a un projet qui s'appelle Pour Elle, où on travaille essentiellement, comme son nom l'indique, sur l'entrepreneuriat féminin, où là on va travailler à la fois avec le gouvernement sur le cadre des entrepreneurs, comment formaliser l'informel, l'entrepreneuriat solidaire, etc. Directement les incubateurs, l'accompagnement de ces femmes, mais aussi le financement direct de leurs initiatives. Et c'est un projet, moi j'ai rencontré des femmes extraordinaires quand je suis allée là-bas, qui avaient soit des commerces, soit des activités qui deviennent des petites multinationales en fait, et qu'on arrive à appuyer, et en fait ça donne beaucoup d'espoir. Et ce projet Pour Elle, il a un pendant aussi sur sport et culture, où on appuie la création de terrains de sport et l'empowerment finalement des femmes sportives et artistes, pour pouvoir permettre finalement de donner des leaders et d'incarner finalement ce leadership féminin qui est important en RDC, et puis dans beaucoup de pays d'ailleurs, et qui peut-être peut changer et donner une énergie particulière à ce pays. En fait, dans tous les pays où on intervient, que ce soit en domaine humanitaire, développement, coopération, on rencontre des gens formidables, qui ont un potentiel d'énergie, de bienveillance, d'engagement, et en fait, c'est vrai que soutenir leur initiative, ça a un facteur démultiplicateur absolument considérable dans la société, et c'est l'avenir. Alors aujourd'hui, les mouvements migratoires mondiaux constituent un enjeu considérable, tant pour les pays du Nord que pour les pays du Sud, pour les opinions publiques comme pour les gouvernements. Quel type de projet vous développez dans ce domaine des migrations? Alors, les migrations, c'est évidemment un sujet qui est très en haut de l'agenda en ce moment, que ce soit en Europe ou au Sud, en Afrique, et pas que d'ailleurs. On a aussi des sujets comme ça en Amérique latine. C'est un sujet qui est intéressant, d'abord parce que il est une vraie question au nord comme au sud. On sait que la plupart des migrations sont d'abord sud-sud, le gros des migrations c'est sud-sud, mais c'est aussi vu comme un problème de politique intérieure au nord comme au sud, et on a des gens, et on travaille donc ensemble sur les politiques publiques migratoires, donc ça c'est un des axes, et on travaille surtout sur l'ensemble de la chaîne, en s'appuyant beaucoup sur les diasporas qui souvent sont des deux côtés et appartiennent finalement aux deux mondes. Avec
Alors, quand je dis sur l'ensemble de la chaîne, on fait de la lutte contre la traite des êtres humains, donc sur la chaîne pénale, avec la justice, la protection, et puis quelque part les signalements, la police, la prise en charge, etc. On travaille aussi sur le retour et l'intégration soit des migrants subsahariens, par exemple au Maroc. On a un très beau projet au Maroc, je peux peut-être parler de ce projet-là, qui s'appelle Prime, que je connais très bien, et où en fait on travaille à l'accès, enfin souvent en fait les gens qui reviennent dans leur pays, ou les migrants subsahariens qui arrivent au Maroc, ils arrivent dans un monde qui leur est étranger et ils ne connaissent pas tous les chemins des accès au système de droit commun, donc rendre accessible la protection sociale, comment ouvrir un compte, etc. Donc il y a une notion d'accueil et puis une convergence entre les diasporas qui souvent reviennent dans leur pays à la retraite et qui qui se sentent proches quelque part. Moi j'avais un partenaire d'ailleurs de la société civile qui me disait toujours, moi j'ai passé ma vie en France à expliquer que la migration c'était une richesse, ça peut pas être vrai là-bas et pas ici. Donc il se reconnaîtra s'il le lit. Et donc cette convergence, en fait, elle est intéressante. Après, on a aussi un sujet qui monte beaucoup en ce moment, c'est les migrations circulaires. On sait qu'il y a et c'est quelque chose qui est très demandé par l'Europe. On sait qu'aujourd'hui, l'Europe a une démographie qui est en train de baisser. Plutôt que d'avoir des gens qui viennent tout seuls de manière illégale et qui se noient, il y a un enjeu au milieu de la mer. Il y a un enjeu à essayer plutôt d'accompagner des migrations circulaires, plutôt dans les secteurs en tension. Donc, je pense entre autres à l'agriculture, par exemple. On a un programme également au Maroc et puis peut-être prochainement avec le Sénégal pour travailler, former, donc beaucoup de formations professionnelles d'accueil et de travail à accompagner les gens pour qu'ils soient bien reçus, qu'ils aient un travail et puis qu'ils puissent rentrer chez eux ensuite quand ils ont eu... et tout en étant protégés, légaux. Donc on accompagne aussi les migrations légales. Parce que c'est souvent du travail saisonnier. C'est ça peut être du travail saisonnier. Sur l'agriculture, c'est du travail saisonnier. C'est aussi parfois le cas sur les segments de tourisme, où il y a du travail saisonnier. Et donc voilà, donc ça. Et puis accompagner dans les deux sens aussi l'investissement des diasporas, l'entrepreneuriat des diasporas et finalement... moi, la première fois que j'ai fait un projet, là, ils se reconnaîtront aussi, les collègues d'Expertise France, où on m'a dit, en fait, on va travailler en même temps sur les diasporas, les migrants de retour et les subsahariens qui arrivent. Je me suis dit, mais ils veulent vraiment tout mettre pour cocher toutes les cases. Et en fait, on se rend compte que ces gens, ils ont des choses à partager, des choses en commun, et qu'en fait, quand ils travaillent ensemble, enfin, ils trouvent des intérêts partagés qui font que ça démultiplie l'impact. On le dit souvent, nous, notre approche sur les migrations, c'est l'approche triple gagnant, gagnant pour le pays, gagnant pour le migrant et puis gagnant pour la France. Ouais. Alors pour les acteurs des crises, les humanitaires notamment, il y a toujours un enjeu qui est le lien entre, disons, la réponse d'urgence, la perspective du développement, voire de la paix. Comment Expertise France approche cette problématique en sortie de crise, notamment avec le secteur privé comme acteur de développement économique et social? Alors, on a un gros enjeu, et c'est d'ailleurs la stratégie Global Gateway de l'Union européenne, à attirer des investissements privés et avoir des financements qui soient privés ou d'ailleurs locaux, pour pouvoir financer finalement le développement de manière pérenne. Donc, sur les financements locaux, peut-être juste un petit mot. Donc, quand on passe et on le fait dans beaucoup de pays, dont en Palestine, on travaille avec les ministères des Finances sur la mobilisation des ressources. L'organisation, je le disais au début, sur les douanes, sur beaucoup de choses, pour pouvoir avoir des budgets locaux, nationaux, on fait aussi beaucoup en Mauritanie, par exemple. On a un grand programme. On le fait à Haïti. Haïti, l'enjeu, c'est qu'un jour, ils puissent, d'une part, lutter contre la corruption, parce qu'il y a quand même une grosse partie des choses qui s'évaporent comme ça, mais aussi lutter contre la fraude. On a travaillé aussi avec le Sénégal sur les avoirs qui sont détournés, qui peuvent être rendus à l'État. Je crois qu'il y a plus de 30 millions qui ont pu être rendus. Et donc ça fait des budgets locaux.
Donc ça, c'est un premier relais. Le deuxième relais, tu le disais, c'est le secteur privé aussi. Et donc là, le projet pour l'entrepreneuriat le montre un peu aussi, c'est de créer les capacités d'investissement au secteur privé local ou au secteur privé international et européen en particulier. Ça veut dire travailler sur un cadre clair. Et donc c'est aussi travailler entre l'État et le secteur privé et les populations sur comment on crée un cadre. Enfin, c'est tout ce qu'on appelle enabling environment. C'est que les choses soient claires, qu'on ne se retrouve pas à payer des taxes qu'on n'avait pas anticipées, qu'on digitalise beaucoup les processus. Et puis, il y a tout un côté aussi, on travaille maintenant avec l'Union européenne beaucoup sur les corridors de transfert. Par exemple, on se rend compte que, j'étais en Éthiopie, ils vont acheter du café en Europe, qui passe par l'Europe, etc. Alors qu'il manque des voies, des routes, et puis il y a des barrières douanières énormes entre les pays africains, alors que s'ils pouvaient commercer entre eux, en fait, ça créerait une très forte richesse et favoriserait les investissements privés. Dans les investissements privés, il y a un autre sujet. Moi, je rencontre beaucoup d'entreprises qui investissent quand je vais dans les pays, c'est la main-d'œuvre. Et donc, en fait, il y a un sujet de formation professionnelle et d'éducation. Et donc, on a des instituts de formation qu'on appuie sur des secteurs en tension. Je pense par exemple aux mines, je pense par exemple à tous les secteurs autour du numérique, beaucoup d'écoles de code, de machin, etc. Mais ça, en fait, ça permet de créer les conditions d'arrivée et d'investissement du secteur privé. Oui, oui. Alors, je crois savoir aussi que tu es une lectrice régulière de la revue Défis humanitaires. Alors, quel est pour toi son intérêt ou sa valeur ajoutée? Et qu'aimerais-tu y trouver plus souvent à l'avenir, puisqu'en fait, on est en train de penser de nouvelles formules de défis humanitaires, compte tenu à la fois des ruptures géopolitiques considérables que nous connaissons, mais aussi des chutes de financement qui vont devoir nous obliger à nous adapter. Donc la revue va s'adapter à ce contexte pour mieux rendre compte et mieux proposer des alternatives, des analyses, des débats. Donc moi, d'abord, j'ai beaucoup d'affection pour le monde humanitaire et donc je trouve que c'est vraiment toujours intéressant. Je pense que même si on fait des métiers différents, enfin d'abord on a été parfois dans différentes postures et puis on est très complémentaires et il y a vraiment un intérêt à ce partenariat entre l'État, ses opérateurs et la société civile française et on a besoin de vous en fait, c'est ça que je dois dire, on a besoin de vous pour arriver à travailler ensemble et à avoir vraiment de l'impact. Je pense que tu l'as dit, aujourd'hui on est dans un contexte qui a complètement changé, on n'est plus dans le même monde, le monde d'avant et d'ailleurs c'est aussi le renouveau de la coopération technique, le renouveau des actions de la France, mais aussi le renouveau du monde humanitaire qui doivent voir le jour. Je pense que moi j'aime beaucoup, parce que ce que j'aime beaucoup c'est que c'est très pratique, c'est très terrain. Expertise France, on est aussi un opérateur, donc on partage ce côté peut-être moins stratégique sur les grands problèmes, mais plus opérationnel sur les impacts directs. Donc avec des choses à des petits outils, des choses à partager, etc. Je pense qu'il y a aussi un enjeu de convaincre davantage à l'extérieur, entre autres l'opinion publique, et de montrer aussi, moi je reste convaincue, la question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui, et c'est marrant parce qu'on a eu récemment un événement avec la coopération hospitalière et la directrice des hôpitaux disait en fait, moi on me demande tout le temps, avec l'état du système de santé en France, qu'est-ce que vous allez coopérer avec l'Ukraine, avec machin, etc. Pourquoi vous faites ça? Et en fait, on voit qu'on a vraiment des intérêts partagés. On voit qu'on a des intérêts partagés, par exemple, évidemment, c'est évident dans les questions de santé mondiale, de pandémie. Si Expertise France, par exemple, a travaillé avec les Guinéens sur l'épidémie d'Ebola, ils ont réussi à la maîtriser, c'est certain que c'était dans l'intérêt de la France. Elle me disait justement, moi, le staff des hôpitaux, en fait, ça les motive de faire ça, ça leur permet, ils ont besoin de prendre du recul, ils ont besoin de prendre de la hauteur. Et par exemple, on a des pneumologues de la PHP qui travaillaient avec nous sur un projet au Rwanda, parce que au Rwanda, on travaillait sur les spécialités.
Et il se trouve que, en fait, ils ont été confrontés à des cas cliniques qu'ils ne connaissaient pas. Ça l'a enrichi aussi. Donc, je pense qu'une des choses qu'il faut qu'on montre avec, entre autres avec des filles humanitaires, c'est à quel point ces actions concrètes, elles servent dans un objectif de solidarité, ce qui est déjà important parce que c'est une valeur qu'on soutient, mais aussi qu'elles permettent de nourrir quelque part la France, et que c'est un lien humain, elles permettent de nourrir les intérêts partagés. On a aussi, et c'est très prégnant dans le contexte géopolitique actuel, beaucoup d'interdépendance. On a des sujets qui sont globaux, qu'on ne pourra jamais résoudre à l'échelle de chaque pays. On ne va pas résoudre le problème du climat à l'échelle de la France. Donc tout ça, ça fait qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Par exemple, avec les populations qui travaillent autochtones dans les forêts, qui protègent les forêts, etc. Et donc ça, c'est des intérêts partagés qu'on peut mettre en avant. Je pense que dans ce nouveau contexte, il faut qu'on soit fort sur nos bases, sur nos valeurs, et qu'on soit capable de montrer que, et juste parce que c'est vrai, avec des cas très pratiques, et je pense que c'est ce que Défi Humanitaire peut faire au-delà des débats politiques, des cas très pratiques où finalement ces activités de l'humanitaire et de la coopération technique, elles ont servi les pays, les bénéficiaires, et puis elles ont aussi servi quelque part la France et peut-être la paix même. Oui. Mais c'est vrai que la France, finalement, d'abord, elle a des responsabilités dans le monde. Elle est au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un des pays, des principaux pays membres de l'Union européenne. Donc, elle a des responsabilités. Elle a aussi, d'ailleurs, des intérêts. Et c'est le rôle d'un État des droits de se préoccuper des intérêts de sa population et de son territoire. Et les échanges, en fait, sont enrichissants de part et d'autre. Quand tu parlais de l'Ukraine, je suis certain que les chirurgiens, ils ont apporté quelque chose aux chirurgiens ukrainiens, mais que les chirurgiens ukrainiens, du fait de leur expérience de la guerre et du traitement des blessés de guerre, en grand nombre, ça a appris aux chirurgiens français des choses qui peuvent leur être utiles face à des accidents, face à des risques auxquels ils seront confrontés demain. Ouais. Alors moi je dis souvent, donc une des marques de Fabrique d'Expertise France, c'est les échanges de pair à pair. Et je dis souvent d'ailleurs que le mot coopération technique est assez mal choisi. En fait, c'est de la coopération humaine. C'est des échanges entre des gens qui se développent, qui partagent des réseaux, qui partagent des expériences, des idées, et qui finalement, comme toute expérience humaine, ni plus ni moins, mais c'est important, peuvent se renforcer en partageant ces expériences. Et c'est évident que je pense, dans le cas de l'Ukraine, c'est sûr, d'abord c'est une prise de recul, c'est aussi découvrir bien sûr des contextes auxquels on n'a pas été confronté. Je raconte souvent ça parce que c'est un petit côté amusant. En fait, en Ukraine, il y avait des chirurgiens esthétiques et des dentistes. Il n'y avait pas de chirurgien maxillofacial. Et donc, de travailler justement à opérer d'abord pour les... moi, j'ai rencontré plusieurs chirurgiens français de la PHP qui en discutaient, qui, eux, trouvaient que ça leur avait vraiment apporté, puis ils étaient heureux de l'avoir fait. Et en même temps, ça a aussi permis de former et de dupliquer les efforts, etc. Donc oui, c'est très riche. Et ces liens humains, parfois, il y a un niveau politique, qui est le niveau politique. Il y a un niveau technique et humain entre pair à pair. C'est vrai pour les médecins, mais c'est aussi vrai pour les douaniers, c'est aussi vrai pour les magistrats on a travaillé beaucoup avec des magistrats français sur la criminalité environnementale, et ils ont trouvé une connaissance et pu travailler sur des textes de loi en Amérique latine où en fait la nature est considérée comme une personne donc c'est intéressant, ça permet justement d'avoir ces allers-retours. Et puis je pense à la fin, dans un monde où on a tellement d'interdépendance, de créer aussi des alliances, des liens humains qui permettent, sur lesquels on peut s'appuyer après dans les situations de crise, et il y en a de plus en plus. Oui, je crois qu'en Amérique du Sud, ou en Amérique latine en tout cas, on parle de la Pachamama, la terre-mère. C'est ça. Donc la terre est une personne. Ouais, et c'est traduit dans le droit, ce qui n'existe pas en Europe. C'est intéressant. Après, et je pense que pour des magistrats français, d'avoir travaillé un moment, coopéré là-dessus, ça les a enrichis.
comme ça enrichit aussi les partenaires latino-américains d'être conseillés sur comment... on travaille aussi sur la justice, c'est vraiment intéressant. On a aussi un programme en Ukraine où on appuie une cellule à documenter les crimes de guerre pour si un jour il y a des procès, que tous les documents soient là avec un système interdisciplinaire avec des balisticiens, des spécialistes du numérique et puis de l'armée et des juges et des magistrats évidemment. Alors bien sûr, nous pourrions continuer des heures et des heures, tellement l'activité d'Expertise France est à la fois diversifiée et je dirais diversifiée par ses compétences, par son expertise tout simplement, mais aussi par la multitude des programmes menés à travers de nombreux pays dans le monde. Enfin, nous parvenons donc à la fin de cet entretien. Et comment souhaites-tu conclure ? Alors, moi je remercie d'abord. Je pense qu'on est à un carrefour. Et je pense que peut-être la conclusion que je peux faire, c'est d'abord effectivement entre l'humanitaire et la coopération technique, on a beaucoup de choses en commun et on a vraiment intérêt à partager. Je pense que nous, évidemment, une des spécificités d'Expertise France, c'est d'être gouvernementale, alors que les associations sont toutes non gouvernementales, ce qui est le principe. Je pense que dans le monde qui est devant nous, il y a beaucoup plus d'interdépendance, beaucoup plus de polarisation, que ces liens humains, ils sont importants. Et ce que je voudrais peut-être dire aussi pour le futur, c'est je pense qu'on doit donner un rôle plus fort à l'Europe. Nous, on est une agence très européenne. Je pense que ça a beaucoup de poids et que, entre autres, nos modèles, nos institutions, etc., c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on s'appuie pour travailler. Et puis, évidemment, travailler ensemble dans les pays, c'est aussi quelque part co-construire d'abord avec nos partenaires et puis apprendre nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de très riche. D'ailleurs, je trouve que... on en discutait avec France Volontaire. En fait, on a quand même encore aujourd'hui beaucoup de vocations dans la jeunesse en France. Et c'est aussi des forces et des talents qu'il faut qu'on arrive à mobiliser ensemble. Et peut-être que, comme le futur, c'est la jeunesse, ça fait une bonne conclusion. Voilà. Alors nous conclurons par ces mots extrêmement positifs en te remerciant et en vous remerciant Expertise France pour cet entretien pour les lectrices et lecteurs de défis humanitaires. Merci beaucoup, merci d'être venu jusqu'ici et c'est vraiment avec plaisir qu'on va poursuivre dans cette voie. La solidarité continue. Oui.